Les principales astuces, les choses à connaître, à savoir. Qui date un peu, hein. On avait encore les masques Covid. On avait les... Oui, c'est vrai ça. C'est vrai. Monsieur Boé, bonjour. Bonjour. Ça fait 4 ans qu'on s'est vus, je crois. Le temps passe vite. Oui. On avait des masques à l'époque. Maintenant, c'est fini. Heureusement. Donc moi, je suis ravi de revenir vous voir dans le cadre des vidéos coup double pour qu'on évoque un sujet, encore une fois, sensible actuellement, la facturation électronique. Large sujet, je crois, pour vous et pour tous les freelances du secteur du bien-être, évidemment. Donc, dans la précédente vidéo, moi, j'avais tenu à ce qu'on puisse avoir quand même en tête la notion de conseil que vous pouvez amener, qu'on peut amener dans le cadre de la mission des experts comptables qui vont pouvoir proposer une prestation et du conseil. Et c'est évidemment à ce sujet que je voulais vous voir aujourd'hui pour vous donner plein d'infos. Je vous en remercie. La facturation électronique, c'est quoi? Alors, vaste sujet qui ne doit pas faire peur, qui ne doit pas effrayer. Ouf. Puisque on entend parler de beaucoup de choses. Là, dans le cadre de cette vidéo, on ne pourra pas tout évoquer puisque le sujet est quand même assez touffu. Dense. On va vous donner les principales astuces, les choses à connaître, à savoir. Oui. Déjà, la facturation électronique, c'est quoi? C'est la transmission de documents vis-à-vis de l'administration fiscale sous une forme dite électronique. Il faut aller, par contre, dans la définition. La définition électronique, ce n'est plus un PDF. Un PDF. Ouais. Ce n'est plus une facture sous Word. Ce n'est plus une facture sur Excel. Et ce n'est plus une facture papier. D'accord. Donc tout ça, c'est dur de faire de l'électronique avec du papier. Mais Word, Excel, PDF peuvent censés être électroniques. Ce n'est pas la définition d'électronique que retient l'administration fiscale. Très bien. Électronique pour l'administration fiscale, pour les entreprises de petite taille, TPE, on va plutôt être sur un schéma informatique qu'on appelle la FactureX, c'est-à-dire un schéma de facture qui se présente sous une forme de PDF, en étant très synthétique, amélioré, qui va contenir toujours la facture sous forme graphique, mais également à l'intérieur un espèce de tableau Excel qui va reprendre ligne à ligne les données de la facture. Et ce tableau Excel va permettre une lecture automatique de la facture, puisque ligne 50, ça va par exemple être le montant TTC, quelle que soit la forme graphique de la facture. Ça simplifie la lecture. C'est une codification. Cette codification, c'est une codification XML, donc qui est une technologie qui est déjà utilisée depuis une dizaine d'années par l'URSSAF, qui fonctionne. Donc c'est pas la nouveauté de l'année ou quelque chose qui vient d'être lancé. Ça tourne déjà bien. Avec les risques d'une nouveauté qui serait pas totalement finalisée. Et c'est ce format FactureX qui est préconisé pour les petites entités. D'accord. Si je fais c'est un PDF amélioré, c'est pas mon ancien PDF. Oui. Donc il faut, si j'ai déjà un système de facturation qui fait des PDF, ça fonctionne pas. Est-ce qu'il a une mise à jour pour faire ce PDF amélioré au format FactureX? D'accord. Il y a d'autres formats dits électroniques qui sont admis, mais qui, dans les faits, vont plutôt être utilisés par des structures de taille beaucoup plus importante et qui ne correspondent pas forcément à un public de freelance auquel on s'adresse au travers de cette vidéo. D'accord. Cette facture, elle va concerner mes achats. Oui. Et elle va concerner mes ventes. Mes achats, je vais recevoir ces factures de mes fournisseurs. Oui. Par le logiciel auquel j'ai souscrit. Il va falloir que je m'inscrive sur ce qu'on appelle une plateforme agréée dédiée à la facture électronique. Il y en a combien?
Il y en a à peu près 150. La liste est disponible sur les sites et sous-sites des impôts, impôts.gouv.fr. D'accord. Donc, de bien choisir un outil qui figure sur la liste officielle. S'il n'y est pas, malheureusement, ça risque d'être une arnaque. Et ça risque d'y en avoir. Attention sur ce point-là. Attention aussi à la liste officielle. Des fois, vous pouvez avoir une sollicitation, un contrat sur un nom commercial. D'accord. Et c'est vraiment le nom juridique de la société vendeuse qui va pouvoir être sur la liste officielle. Donc cette liste. Donc n'hésitez pas, si vous êtes sollicité par une structure, vous dites je ne retrouve pas sur la liste officielle, ils vont vous dire oui, mais notre nom commercial c'est A, mais nous on est inscrit sous tel nom juridique sur la liste. D'accord. Donc cette liste, elle peut être amenée à bouger aussi dans les mois qui viennent? Cette liste, elle est remise à jour suite à des contrôles, des demandes de l'administration pour vérifier comment fonctionne telle ou telle chose dans les outils. D'accord. Il devrait y avoir une remise à jour courant du premier semestre 2027. Donc c'est qu'il faut vous assurer, si vous choisissez un outil, qu'il soit dans la liste au jour d'aujourd'hui, et 1 ou 2 fois par an, il faut s'assurer qu'il y est toujours. Que son audit annuel se... Oui, on avait même fait un bêtisier. Pas un bêtisier, mais une petite séquence de fin. Oui, on avait... Ah oui, on avait revu le truc et on avait fini devant, je crois. Ah oui, pour la photo de la miniature, oui. Ouais, on avait, on avait fini devant. Exact. Ah, je m'en souviens. Oui. C'est une des vidéos où je mets souvent en exemple quand je parle de la chaîne. C'est un peu... Voilà, bon, ça me semble pas mal. Du coup, le lien avec la vidéo précédente. Oui. Ok. Qui date un peu, hein. On avait encore les masques Covid. On avait les masques. Oui, c'est vrai ça. C'est vrai. Faut que je le dise. Monsieur Boé, bonjour. Bonjour. Ça fait 4 ans qu'on s'est vus, je crois. Le temps passe vite. Oui. On avait des masques à l'époque. Maintenant, c'est fini. Heureusement. Donc moi, je suis ravi de revenir vous voir dans le cadre des vidéos coup double pour qu'on évoque un sujet, encore une fois, sensible actuellement, la facturation électronique. Large sujet, je crois, pour vous et pour tous les freelances du secteur du bien-être, évidemment. Donc, dans la précédente vidéo, moi, j'avais tenu à ce qu'on puisse avoir quand même en tête la notion de conseil que vous pouvez amener, qu'on peut amener dans le cadre de la mission des experts comptables qui vont pouvoir proposer une prestation et du conseil. Et c'est évidemment à ce sujet que je voulais vous voir aujourd'hui pour vous donner plein d'infos. Je vous en remercie. Donc, Monsieur Boé, je sais plus, je vous l'ai dit, au cabinet Assega, à Mont-Saint-Aignan. Et puis, on a un site internet. Je vous mettrai tout à l'heure un lien, mais c'est la surprise pour l'instant. Alors, Monsieur Boé, la facturation électronique, c'est quoi? Alors, vaste sujet qui ne doit pas faire peur, qui ne doit pas effrayer. Ouf. Puisque on entend parler de beaucoup de choses. Là, dans le cadre de cette vidéo, on ne pourra pas tout évoquer puisque le sujet est quand même assez touffu. Dense. On va vous donner les principales astuces, les choses à connaître, à savoir. Oui. Déjà, la facturation électronique, c'est quoi? C'est la transmission de documents vis-à-vis de l'administration fiscale sous une forme dite électronique. Il faut aller, par contre, dans la définition. La définition électronique, ce n'est plus un PDF. Un PDF. Ouais. Ce n'est plus une facture sous Word. Fini. Ce n'est plus une facture sur Excel. Et ce n'est plus une facture papier. D'accord. Donc tout ça, c'est dur de faire de l'électronique avec du papier. Mais Word, Excel, PDF peuvent censés être électroniques. Ce n'est pas la définition d'électronique que retient l'administration fiscale. Très bien.
électronique pour l'administration fiscale, pour les entreprises de petite taille, TPE. On va plutôt être sur un schéma informatique qu'on appelle la FactureX, Oui. c'est-à-dire un schéma de facture qui se présente sous une forme de PDF en étant très synthétique, amélioré, D'accord. qui va contenir toujours la facture sous forme graphique, Oui. mais également à l'intérieur un espèce de tableau Excel qui Oui. va reprendre ligne à ligne les données de la facture. Et ce tableau Excel va permettre une lecture automatique de la facture, puisque ligne 50, ça va par Oui. exemple être le montant TTC, quelle que soit la forme graphique de la facture. Oui. Ça simplifie la lecture. C'est une codification. Cette codification, c'est une codification XML, donc qui est une technologie qui est déjà utilisée depuis une dizaine d'années par l'URSSAF, qui Oui. fonctionne. Mhm. Donc c'est pas la nouveauté de l'année ou quelque chose qui vient d'être lancé, Ça tourne déjà bien. avec les risques d'une nouveauté qui serait pas totalement finalisée. Mhm. Et c'est ce format FactureX qui est préconisé pour les petites entités. D'accord. Donc, si je fais c'est un PDF amélioré, c'est pas mon ancien PDF. Oui. Donc il faut, si j'ai déjà un système de facturation qui fait des PDF, Ça ne fonctionne pas. est-ce qu'il a une mise à jour pour Oui. faire ce PDF amélioré au format FactureX? D'accord. Il y a d'autres formats dits électroniques qui sont admis, mais Mhm. qui, dans les faits, vont plutôt être utilisés par des structures de taille beaucoup plus importante Les grands groupes. et qui ne correspondent pas forcément à un public de freelance auquel on s'adresse au travers de cette vidéo. D'accord. Cette facture, elle va concerner mes achats. Oui. Et elle va concerner mes ventes. Mhm. Mes achats, je vais recevoir ces factures de mes fournisseurs. Oui. Par le logiciel auquel j'ai souscrit. Il va falloir que je m'inscrive sur ce qu'on appelle une plateforme D'accord. agréée Oui. dédiée à la facture électronique. Il y en a combien Il y en actuellement? a à peu près 150. La liste est disponible sur les sites et sous-sites des impôts, impôts.gouv.fr. D'accord. Donc de bien choisir un outil qui figure sur la liste officielle. Mhm. S'il n'y est pas, malheureusement, ça risque d'être une arnaque. Et ça risque d'y en avoir. Attention sur ce point-là. Attention aussi à la liste officielle. Des fois, vous pouvez avoir une sollicitation, un contrat sur un nom commercial. D'accord. Et c'est vraiment le nom juridique de la société vendeuse qui va pouvoir être sur la liste officielle. Donc cette liste. Donc n'hésitez pas, si vous êtes sollicité par une structure, vous dites je ne retrouve pas sur la liste officielle, ils vont vous dire oui, mais notre nom commercial c'est A, mais nous on est inscrit sous tel nom juridique sur la liste. D'accord. Donc cette liste, elle peut être amenée à bouger aussi dans les mois qui viennent. Cette liste, elle est remise à jour suite à des contrôles, des demandes de l'administration pour vérifier comment fonctionne telle ou telle chose dans les outils. D'accord. Il devrait y avoir une remise à jour courant du premier semestre 2027. Donc c'est qu'il faut vous assurer, si vous choisissez un outil, qu'il soit dans la liste au jour d'aujourd'hui, et 1 ou 2 fois par an, il faut s'assurer qu'il y est toujours, que son audit annuel se passe bien. Mmh. Ok. C'est très important par rapport au choix de l'outil, il y en a beaucoup. Ben oui, 150. Il semblerait qu'il y en ait peut-être un petit peu trop par rapport au nombre auquel on peut s'attendre d'ici quelques années. C'est-à-dire 60, 80? Peut-être la moitié moins, ouais, c'est ça, environ. Donc, il risque d'y avoir quelques outils au fil du temps qui aient du mal à passer les contrôles annuels, puisque les contrôles vont être de plus en plus durs. La réforme commence uniquement pour les achats, on va bien voir le calendrier. Oui. Puis après, les outils devront traiter les ventes. Donc au jour d'aujourd'hui, les outils sont agréés pour traiter les achats. Est-ce que tous passeront convenablement le cut pour bien traiter les ventes? La plupart, oui. Ok. Mais vous pouvez avoir la malchance d'avoir mal choisi votre outil et qu'ils vous disent dans quelques mois, bah non, les ventes, j'y arrive pas.
j'abandonne. D'accord. Certains outils aussi pourront s'arrêter parce qu'ils seront rachetés par des outils plus gros. Et vous pourriez être amené à être redirigé vers l'outil plus gros qui aurait racheté l'outil que vous auriez souscrit initialement. Bon. Comment ça va se passer? Une fois que je me suis inscrit, la plateforme auprès de laquelle je me suis inscrit, je vais lui donner mandat pour me déclarer auprès des impôts. Ah oui, d'accord. Comme étant inscrit sur la plateforme A, la plateforme B, la plateforme C. Les impôts sont en charge de gérer ce qu'on appelle un annuaire de la facturation électronique. Ah oui. Ou un fournisseur qui doit vous envoyer une facture, doit normalement pouvoir, à partir de votre numéro de sirène dans l'annuaire, avoir l'information que tel freelance, il est inscrit sur la plateforme C et que je dois lui envoyer la facture sous la plateforme C. D'accord. Vous ne pouvez pas vous inscrire directement dans l'annuaire. Oui. Parce que les impôts ont eu peur que ça fasse trop d'intervenants. Seules les plateformes ont le pouvoir de vous inscrire dans l'annuaire. Et il faut que vous leur donniez mandat pour vous inscrire dans l'annuaire. Avant quelle date? Moins de 15 jours. 1er septembre. C'est très bientôt. C'est tout de suite, c'est maintenant. Votre comptable n'a pas la possibilité non plus de vous inscrire dans l'annuaire. Oui. C'est uniquement la plateforme que vous aurez choisie, peut-être en coordination avec votre comptable, qui pourra le faire. Oui. Comme vous n'avez pas le pouvoir de vous inscrire directement dans l'annuaire, si vous avez fait toutes les démarches, vous n'avez rien à vous reprocher. Si la plateforme tarde à vous inscrire dans l'annuaire, c'est sa responsabilité. Ça ne peut pas être de votre faute. Oui. Puisque vous n'avez pas possibilité de vous inscrire directement. Sur cette plateforme que vous allez avoir choisie, il va falloir s'occuper de gérer dans un premier temps les achats que vous allez recevoir et dans un second temps les ventes. Biens et services. Bien, achat de biens, achat de services, vente de biens, vente de services. Oui, c'est ça. Il y a quelques cas qu'on n'évoquera pas dans le cadre de la vidéo, notamment au niveau des frais de déplacement, des gestions de notes de frais. Il y a des choses qui passeront pas encore tout de suite sous forme de facture électronique, qui resteront dans un premier temps sous forme de ticket. Ah oui. Mais de plus en plus de choses, au fur et à mesure, vont s'intégrer dans la réforme. Mais au fait, Monsieur Boé, je vous interromps. L'objectif principal de cette facturation électronique, c'est quoi, selon vous? L'administration ne s'en cache pas, c'est la lutte contre la fraude. Ce sont des contrôles plus automatisés et plus rapides. D'accord. Donc pour l'auto-entrepreneur ou le freelance, quel est le bénéfice pour lui, au-delà de la fraude? Lui, ça va être la capacité de tout centraliser, de pouvoir, s'il communique avec un comptable, d'avoir un endroit où le comptable y ait accès en direct, de plus avoir de temps de transmission d'informations au comptable. D'accord, oui. Moins d'administratif, donc. Et ça va être moins de risque aussi qu'on vous dise qu'on a perdu votre facture. Puisque on y est arrivé, la transmission en fait des factures, je suis votre fournisseur, on va commencer par les achats. Je sais que vous êtes inscrit parce que vous êtes dans l'annuaire, vous êtes inscrit à la plateforme C. Fournisseur, je suis obligé d'avoir ma propre plateforme. Elle est aussi inscrite dans l'annuaire, pas de souci. Il y a un schéma de communication qu'on dit en Y, c'est-à-dire que je vais générer, moi, fournisseur, la facture sur ma plateforme. Je vais dire à la plateforme de l'envoyer à la plateforme C, puisque j'ai vu dans l'annuaire que vous êtes inscrit sur la plateforme C. Et ma plateforme, moi, fournisseur, quand elle va transmettre la facture, elle va en envoyer copie au serveur des impôts. D'accord. Donc il y a un double envoi. Il y a un double envoi. C'est pour ça qu'on parle de schéma en Y. D'accord. Ça veut dire que quand la facture, si jamais dans un second temps, mais les freelances en tant que fournisseurs vis-à-vis surtout d'entreprises, ce qui va être le plus courant, ce sera l'année prochaine,
On va revenir sur le calendrier. Ça veut dire que quand j'aurai envoyé une facture à un client, il aura difficulté à me dire je n'ai pas reçu la facture puisque la copie va être horodatée, arriver tel jour, telle heure, un horodatage aussi confirmé par les impôts. Ça doit permettre de fluidifier des problématiques de j'ai pas reçu, c'est jamais arrivé. Bah, je voulais bien envoyer, je voulais envoyer à vous, et il y a une copie qui arrive aux impôts le même jour, donc la facture, elle a bien été générée. Ok. Dans les questions qu'on peut se poser, c'est ok, je reçois automatiquement une facture, copie a été émise aux impôts, mais est-ce que je suis obligé d'accepter la facture, puisque j'ai déjà copié aux impôts? Non, les impôts attendent, quand vous recevez une facture, que vous vous connectiez sur votre plateforme, et que vous indiquiez si vous êtes d'accord avec la facture. Ah oui. Puisqu'il peut y avoir une erreur de facturation. Il y avait des erreurs de facturation papier. Oui, c'est vrai. Il y en avait sous Word, il y en avait sur Excel. L'erreur est humaine, il peut toujours y avoir une erreur de facturation. Et vous pouvez refuser la facture et demander une correction. D'accord. Sauf que le schéma se fait à chaque fois avec une copie au niveau des services fiscaux. Oui, oui, oui. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus cadré. D'accord. Et si ce n'est, on n'est qu'à l'étape du devis non encore validé, il vaut mieux, dans le process, s'assurer d'un accord devis et facturation de devis, accord reçu par mail, avant de lancer la facturation en facturation électronique. Parce que dès que j'envoie une facture en facturation électronique, tout ce que je fais est quand même en copie à l'administration. Si je ne suis pas assez carré dans ma procédure et que j'ai 50 allers-retours refaites la facture, on peut me le reprocher. Peut-être que vous aurez une question fiscale. Oui. Pourquoi, pour une facture de 100 €, je vois 50 allers-retours? Ça paraît pas très structuré comme échange. Bien sûr, oui. Oui, ça va peut-être arriver au début, le temps que les gens... Ça arrivera au début. Il faudra quand même, avant de lancer une facturation électronique, s'assurer d'avoir quand même un préaccord sur un devis, bonne pratique, afin d'éviter qu'il y ait une cinquantaine d'échanges pour faire une facture qui passe sous contrôle de l'administration, ce qui sera mathématiquement surprenant. Le contrôle sera automatisé au niveau de l'administration. S'il y a trop d'échanges, ça semblera un petit peu bizarre. Oui, oui, c'est logique. Je devrais aussi indiquer à l'administration le paiement de la facture. Ah oui. Il y a ce qu'on appelle les statuts de facture. Les principaux, ce seront acceptés, payés. Et quel délai? Voilà. Avec ça permettra aussi d'avoir une supervision des délais de paiement. Puisque tout est tripartite. Donc, on pourra voir que peut-être, si vous, en tant que freelance, vous avez du mal à vous faire payer, il y a quand même un tiers qui aura l'information aussi également que peut-être un délai de règlement légal n'est pas respecté. Donc, ça, le but aussi, c'est de permettre de sécuriser aussi les délais de paiement par rapport, sans changer les textes légaux applicables, mais en disant attention, il y a des textes légaux applicables, maintenant il y a un process qui est cadré, et ça doit permettre de remettre dans le moule. Oui, parce que les délais de paiement, les délais de paiement, souvent en tant que freelance, quand on travaille avec des gros groupes, ça peut être un sujet. Oh oui. Ça peut être un sujet. Donc là, le but, c'est peut-être d'apporter de quoi aider. Attention, la facture, elle est émise tel jour, telle date. Copie déjà envoyée à l'administration. Le paiement, il n'a été fait qu'à tel jour. Est-ce qu'on n'est pas dans une forme d'excès à un moment donné? Tout à fait, oui. Ça fera partie des contrôles automatisés que pourra faire l'administration. Puisqu'elle voudra la date de transmission de la facture, la date d'acceptation de la facture et la date de paiement. Après, ce seront juste des écarts entre dates et de voir si les choses sont faites dans des délais corrects ou pas. J'ai la partie achat, donc qui va fonctionner comme ça. En résumant, je dois choisir une plateforme, je dois m'inscrire sur cette plateforme qui elle-même va m'inscrire sur l'annuaire public fiscal de la facture électronique qui va permettre à mes fournisseurs de m'envoyer une facture électronique qui est un PDF amélioré, qui n'est pas un PDF simple. C'est la première étape. Avez-vous à ce stade d'autres questions? Oh, j'en ai plein, c'est un vaste sujet. Avant d'aborder le calendrier, parce que ça peut être intéressant de voir ça effectivement,
Au niveau de la France, on est en 2026, c'est le 1er septembre que ça devient effectif. Et en Europe et dans le monde, ça se passe comment? Ils ont la même échéance? Alors, on peut se poser la question, est-ce une invention, une lubie française? Pas du tout. Pas du tout. Puisque les premiers continents à se lancer sur la facture électronique, on est plutôt en Amérique du Sud, par exemple. On est dans les années 2000. On est du côté du Brésil, du Mexique. D'accord. Où on est sur des choses qui tournent depuis maintenant près de 25 ans. D'accord. Plus proche de nous, on a l'Italie qui a fait l'intégralité de la réforme en 2019. Oups. Donc on est déjà en 2026, donc ça fait 7 ans. Réforme obligatoire. Vous avez la Finlande qui l'a faite aussi il y a quelques années en restant en fait facultatif dans son application. D'accord. Mais en fait, il y a tellement de personnes qui se sont inscrites que vous avez 85-90% des factures qui sont électroniques en Finlande, alors que la loi ne l'impose pas strictement. Donc ils ont vu tous les intérêts qu'on a évoqués avant. Et puis si tous vos clients sont inscrits facture électronique, si vous envoyez encore une facture papier, vous obligez votre client à gérer pour vous un système de traitement des factures papier, et en fait ça va pas. Oui. Ok, c'est une autre façon de faire. Ça a été compliqué la première année en Italie, quand vous avez des retours, notamment dans des congrès professionnels de comptables italiens, ils ne reviendraient pas en arrière. Voilà, c'est toujours quelque chose à mettre en place. L'Espagne aussi avance dessus, vous avez l'Allemagne qui avance dessus, la Belgique qui devait le faire au mois de janvier, qui l'a fait là au mois de juillet. Ah oui. Donc en fait, on a autour de nous Espagne, Portugal l'ont fait, Italie, l'Allemagne est en train en même temps que nous d'avancer sur le sujet. Oui, parce que je peux avoir des fournisseurs européens, mondiaux. On est sur quelque chose qui est quand même, qui avance et qui nous est, faut pas dire forcément contraint, mais qui rentre aussi dans un cadre européen. Oui. Où on est poussé quand même à avancer, bien qu'il y ait des souplesses dans les délais, des directives qui soient en train d'être discutées, mais on est sur des horizons fonctionnalité complète 2032 pour la plupart des pays européens. Nous sommes déjà en 2026, on peut reparler de calendrier. En septembre 2026, la réforme de la facture électronique va se lancer pour les achats, les dépenses, avec des différentes fonctionnalités, des choses qui vont peut-être pas fonctionner tout de suite dès le 1er septembre au matin. Oui. En septembre 2027, on est sur des choses qui vont concerner les ventes, vos ventes, et on part d'une obligation stricte européenne 2032, septembre 2027, peut-être des mesures de tolérance jusqu'à la fin de l'année, on est en 2028. D'envisager 2028 pour un butoir 2032, même s'il y avait quelques mois de retard, on est sur quelque chose qui va se faire dans un cadre européen. Oui. Et on a déjà beaucoup de pays autour de nous qui soit l'ont fait, soit sont en train de le faire, soit vont le faire en même temps que nous. D'accord. Donc ça va être difficile à un moment, ne serait-ce que pour une problématique de compétitivité européenne, de se dire, nous, on perd du temps encore à traiter des factures papier, alors que tous les pays autour de nous ne le font plus. Oui. Là, il y a un effet d'entraînement. Et avec des choses qui existent depuis quand même plus de 25 ans dans certains pays, notamment en Amérique du Sud, où c'est compliqué d'y voir une nouvelle technologie qui serait non fonctionnelle. 25 ans, ça laisse quand même le temps de mettre des choses en place, de comprendre ce qui a fonctionné, pas fonctionné. Un retour d'expérience. Et on a l'exemple aussi quand même de la Finlande qui l'a fait de manière incitative et où la plupart des entrepreneurs finlandais y sont allés. Oui. Après, on est sur une taille de pays bien moindre que la France. Oui, mais il faut que ça fonctionne. Plus 10 fois moins plus petit, mais ça fonctionne. D'accord. Donc là, pour le calendrier, vous êtes concerné en tant que freelance pour vos achats dès début septembre 2026. Vous serez concerné pour vos recettes en septembre 2027.
C'est vrai qu'en France, en termes de calendrier, ça aurait dû être fait en 2024. D'accord. On peut toujours avoir, il y a toujours quelque chose qui a été repoussé. Peut-être que ce sera repoussé. C'est pour ça qu'on fait une vidéo là, au cœur du mois d'août. Oui, oui. À 15 jours de l'échéance, même pas 15 jours, il n'y a pas d'éléments qui laissent à penser que ça va être définitivement repoussé. Non, ça serait... Il y a même eu des précisions. Il y a un décret qui est sorti fin juillet pour préciser quelques points de détail qui n'étaient pas encore précisés. Il y a quand même une volonté administrative et étatique d'y aller. Que ça se lance. La facturation électronique, du coup, elle est pour les auto-entrepreneurs, mais elle est pour qui en général? Alors, c'est une question qui n'a pas forcément toujours été très claire. Il peut être sujet à interprétation ou à doctrine administrative. En étant synthétique, je ne suis pas dans la facture électronique. Il y a quelques cas d'exception. Je vais être un particulier. Oui. Mais un particulier, déjà, j'avais pas vocation à faire de facture. Alors. Donc, je vais pas être dans la facture électronique. Le secteur associatif se pose beaucoup de questions, puisque suivant sa fiscalité, certaines associations peuvent être dans le champ des impôts, d'autres pas. Oui. Et ben c'est la même chose pour la facture électronique. Si je bénéficie des impôts, si je suis dans le champ des impôts, la facture électronique vient avec le package. Oui. Je ne suis pas dans le champ des impôts. Je ne suis pas dans les obligations strictes de facture électronique. Attention sur le secteur associatif. Je vais travailler avec des fournisseurs qui ont peut-être beaucoup de clients qui sont dans la facture électronique et qui vont peut-être m'inciter à passer de manière facultative à la facture électronique pour gérer d'une seule manière toute leur facture. Oui. Donc les particuliers, les associations qui n'ont aucun impôt à payer. J'ai aussi en troisième exonération totale, stricte, les sociétés civiles immobilières qui sont dans le cas particulier exceptionnel de mise à disposition d'un bien immobilier à l'un des associés. Donc c'est très cadré. À titre gratuit et uniquement pour les puristes dans un régime fiscal d'impôt sur le revenu. Puisque dans un régime fiscal d'impôt sur les sociétés, c'est interdit et c'est redressé fiscalement. Bien. Donc, comme ça, c'est clair. Pour pas que dans la vidéo, on dise qu'on ait dit de bêtises. Bien sûr. Il y a un dernier cas en exonération complète. C'est si je travaille avec la Direction Générale de l'Armement et que je fabrique des choses qui sont couvertes par le secret défense. Oui. Là, mes factures vont passer dans un schéma particulier et ne seront pas dans le schéma classique général de facture électronique. D'accord. C'est quand même pour un freelance un cas relativement rare. Ah. Ça peut arriver, mais c'est rare. Très bien. Alors, Monsieur Boé, comment est-ce qu'on met en place concrètement cette solution de facturation électronique? Je souscris tout de suite à une plateforme où je viens vous voir pour avoir du conseil sur la mise en place? Donc, faut pas hésiter à se faire accompagner. Après, là, on est quand même à moins de 15 jours de la réforme. Donc, les intervenants qui peuvent vous accompagner ont des calendriers malheureusement surchargés. J'imagine. Donc, il peut arriver que vous ne vous soyez pas lancé ou intéressé au sujet assez tôt. Et donc, peut-être quand vous allez essayer de solliciter des intervenants, que ce soit comptable, expert comptable, mais aussi éditeurs de logiciels, puisqu'ils ont énormément de demandes de souscription d'outils, d'aide à la mise en place d'outils. Mais il y a quand même plusieurs choses à faire, que vous puissiez être accompagné ou que malheureusement vous ayez une difficulté à trouver quelqu'un pour vous accompagner, c'est déjà de vous positionner dans la réforme. C'est-à-dire de vous dire, est-ce que je fais partie des quelques exceptions qu'on a évoquées? Elles sont quand même restreintes. Et donc, si je ne fais pas partie des exceptions, dans la première étape du calendrier, les achats, il va falloir que je me lance. Pour me lancer, il va falloir quand même que je me dise mes achats, mes dépenses, c'est quoi? Quel type d'achat, quel type de fournisseur?
puisque peut-être que j'ai des gros fournisseurs qui tout de suite doivent m'envoyer les achats Dès le 1er septembre. Dès le 1er septembre, dans le cadre de la facture électronique. Mais peut-être aussi que j'ai des petits fournisseurs. Je peux peut-être travailler avec d'autres freelances qui, eux, n'ont pas l'obligation au 1er septembre de m'envoyer leur facture sous le format facture électronique. Pendant un an. Jusqu'en septembre 27, disons. Jusqu'en septembre 27. Donc, est-ce qu'il faut se poser la question, quel est vraiment, dans les faits, le volume de factures que je vais recevoir? Je travaille avec des gens qui sont tout de suite format facture électronique, ou pas. Ça va me permettre de me dire, attention, je vais recevoir tout de suite beaucoup de factures dès le mois de septembre, ou je vais recevoir que la facture de mon téléphone, la facture éventuellement d'énergie, ou électricité. Ça va vous permettre de quantifier le volume de facture. Oui. Est-ce que si je n'ai aucune facture concernée, puisque peut-être j'ai pas le téléphone, il est personnel, il n'est pas au nom professionnel, l'eau, l'électricité, c'est compris dans un loyer, le loyer, la personne qui me facture le loyer n'est pas de taille importante, n'a pas l'obligation de le faire en facture électronique tout de suite. C'est pas pour ça qu'il faut pas s'inscrire. Oui. Puisque vous avez une amende qui est prévue pour la non-inscription à une plateforme. Puisque si je ne fais pas partie des exceptions, j'ai l'obligation de m'inscrire à une plateforme au 1er septembre. 26, quel que soit le nombre de factures que je vais effectivement recevoir. Ok. S'intéresser sur le nombre de factures, ça permet de quantifier les choses, puisque chaque fois qu'on va vouloir m'envoyer une facture électronique et que je vais pas pouvoir la recevoir au bon format, je peux avoir un complément d'amende par volume de facture que je peux pas recevoir aux factures électroniques. L'amende pour non-inscription au 1er septembre, elle est quand même de 500 €. Bon. Renouvelable. L'administration se dit tolérante. Il faut quand même, sachant que les intervenants qui peuvent vous aider à choisir un outil de facturation électronique, vous accompagner à le mettre en place, sont surchargés. Souvent, l'administration, quand elle va vous écrire, elle va vous accorder 30 jours. 30 jours, ça passe très très vite. À la première relance de l'administration, ne vous inquiétez pas, mais saisissez-vous du problème. Vous aurez peut-être une deuxième relance. 500 x 2, ça fait 1 000 € quand même. Ça peut faire un budget pour un freelance. Bon, si vous dites à la première dans les 30 jours, j'ai fait quelque chose, j'ai pris contact avec un comptable, j'ai contacté un éditeur pour m'inscrire à tel endroit, j'ai vu avec ma banque aussi, ça peut être une solution. Vous ne devriez pas avoir de soucis. Donc, l'inscription à la plateforme, le volume de factures que je vais recevoir, puisque je vais aussi avoir peut-être une amende par facture que je vais pas pouvoir recevoir de la bonne manière. Le volume de factures va aussi me permettre de savoir, est-ce que pendant les premiers mois, j'ai aucune facture dans ma plateforme, il n'y a rien à faire dedans. Est-ce que je vais recevoir des factures? Là, il y a des factures qui vont arriver sur ma plateforme, je vais devoir cliquer dessus, dire est-ce que la facture est conforme à ce que j'attendais? Ou est-ce que la facture n'est pas conforme? Il faudra que mon fournisseur me la refasse. Sachant que mon fournisseur, quand il m'envoie sa facture, il a copié à l'administration. Donc il refait sa facture, la facture refaite repasse dans le même tuyau. Et il faudra aussi que je me connecte pour valider la date à laquelle j'ai payé la facture. Évidemment, si j'ai au début aucune facture censée passer dans la plateforme, je sais que je ne vais pas avoir à me connecter régulièrement à la plateforme. Mais je devrais y être inscrit pour éviter l'amende de non-inscription. Allez-y. Le coût moyen d'une inscription, à minima, la première facture électronique que je peux recevoir, c'est celle de la plateforme sur laquelle je me suis inscrit. Tout à fait. Sachant que vous avez quand même des offres diverses et variées, il y en a presque 150. Vous allez avoir des tarifications diverses et variées avec un niveau de service de très basique à ultra premium. Vous allez avoir dans les outils des plateformes qui sont spécialisées, alors pas par taille d'intervenant,
plutôt par secteur d'activité. Ah oui. Vous avez des plateformes spécialisées parfois dans les métiers du bâtiment, dans le métier de la pharmacie, etc. D'accord. Donc, suivant en fait si c'est une plateforme généraliste ou spécialisée, adaptée en fait à votre secteur d'activité, ou souvent la plateforme a des connecteurs ou a des fiches fournisseurs pré-remplies, puisqu'ils connaissent les principaux fournisseurs du secteur d'activité, vous allez payer des prix différents. Vous avez encore des offres gratuites. Attention aux offres gratuites, puisque si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, sauf certaines offres gratuites, notamment celle de la structure ECMA, qui fait une offre freemium, jefacture.com, qui a plutôt vocation à aider les entrepreneurs et freelances qui s'y seraient pris au dernier moment, donc qui, pour quelques factures, jusqu'à 5 factures par mois, vous propose d'être conforme, peut-être avant d'aller vers une solution payante ou avec plus de volume. C'est déjà très bien. Faut savoir que ça existe. Donc, voir quels sont vos flux, quels sont le volume de factures que vous allez recevoir. Pensez, dans vos achats à partir de septembre, aux procédures que vos fournisseurs vont mettre en place pour la facture électronique. Certains magasins, je pense au BTP, type pour Leroy Merlin, mais il y en a d'autres, Bricorama, des choses comme ça, ont des procédures qui vont peut-être différer. Dans certains, vous allez avoir toujours, en sortant de la caisse, un ticket de caisse. Certains, par contre, vont fonctionner avec des bornes, en fait, derrière les caisses, dans lesquelles il faudra passer le ticket de caisse pour que ça transforme le ticket de caisse en facture électronique. D'accord. Donc, faudra vous adapter, en fait, à ce que vont vous dire vos fournisseurs. Certains vont vous dire, le ticket de caisse, c'est parce que c'est la caisse à l'ancienne, le truc facture électronique, n'oubliez pas, vous êtes un pro, s'il faut passer à la borne derrière la caisse pour que je vous fasse la facture électronique. Ok. Donc, il faudra s'adapter, quel fournisseur, et s'adapter aux procédures que vont mettre en place les fournisseurs. Certains fournisseurs qui devraient passer à la facture électronique, il y en a malheureusement quelques-uns qui ont déjà annoncé, notamment dans l'énergie, qui ne seraient pas prêts le jour J à l'orage. Donc, si jamais vous êtes client de ces fournisseurs-là, il faut suivre l'actualité et à quelle date eux vont commencer. Le fait qu'ils ne soient pas prêts, si vous avez des fournisseurs qui ne sont pas, ça ne vous exonère pas, vous, de l'obligation de vous inscrire à une plateforme. Dans tous les cas. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas à jour, ne fait pas ce qu'il doit faire, que ça vaut exonération pour vous d'inscription à la plateforme. Parce qu'il y a bien une amende pour non-inscription, et il y a des pénalités par facture non reçue. Donc, comme le fournisseur ne vous envoie pas la facture, vous ne risquez aucune pénalité, vous ne risquez pas la pénalité pour facture non reçue. Par contre, vous risquez l'amende pour non-inscription à la plateforme. Bon. Donc, c'est pas parce que le fournisseur vous envoie pas de facture que vous n'êtes pas censé vous inscrire à la plateforme. Très bien. Donc ça, c'est dans la première vague. Ce sont les achats. La question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que vous avez un comptable ou est-ce que vous n'en avez pas? Le but de centraliser les factures d'achat, c'est éventuellement quand même de faire gagner du temps sur le process comptable, sur la transmission notamment d'informations. Donc quand vous choisissez la plateforme, si vous avez un comptable qui travaille avec vous, il faut le faire en coordination avec lui. Savoir s'il a le même outil. Puisque 150 outils, il y a quand même peu de cabinets comptables qui ont été en mesure de former leurs équipes à 150 outils différents. Ah bon? Ou de former sérieusement. Donc forcément, il y a un risque que votre cabinet comptable n'ait pas forcément choisi la plateforme que vous avez repérée, qui vous a plu, etc. C'est pas forcément grave. Ça veut dire par contre, il faut se coordonner avec votre comptable en amont pour voir comment faire. Et qu'il vous explique, là, si vous prenez tel outil, nous, pour récupérer comptable les données, on va faire comme ça va nous prendre tant de temps, et ça va nous prendre plus de temps que si on avait pris tel outil auquel le cabinet comptable est connecté plus directement.
Oui, donc ça concerne vraiment le pilotage de l'entreprise. Par contre, peut-être que vous avez un secteur d'activité spécifique, le bâtiment, la pharmacie, et que vous voulez l'outil spécifique de votre secteur. A raison. Oui. Et ben c'est pour ça qu'il faut en parler avec votre comptable. Oui. Qui pourra peut-être se connecter aussi à l'outil, mais plutôt de manière individuelle et parfois manuelle. Tandis que si c'est un outil qu'il a choisi, souvent le canal de transmission est automatisé. Oui. Et au niveau du bilan comptable, est-ce qu'il y a un intérêt particulier, enfin, ou des bénéfices particuliers par rapport à si je travaille avec mon comptable et au moment de la liasse fiscale? Alors, l'intérêt là, pour le lien avec le comptable, c'est-à-dire que précédemment, même si j'ai une facture en PDF, souvent le fournisseur me l'envoie plus papier quand même. Il m'envoie pas un PDF, il va pas l'imprimer pour me la mettre dans une enveloppe pour me l'envoyer. Je vais la recevoir par mail la facture. Oui. Le mail, soit je vais le transférer à mon comptable, soit je vais le transférer à une adresse de collecte des mails que mon comptable m'aura dédiée, soit je vais télécharger le PDF pour mettre ça sur une plateforme d'échange avec mon cabinet comptable. Ça, en fait, j'oublie. C'est-à-dire que tout ce temps-là que je passais à dire je télécharge le PDF, je le mets sur mon ordinateur. Bon, là, il faut que j'ouvre mon mail, il faut que j'envoie le PDF par mail à mon comptable. Faut que je sois sûr qu'il est reçu. Faut que je sois sûr qu'il est reçu, ça y a plus. Ok. Puisque comme il va se connecter, suivant les choix que vous aurez fait à votre plateforme de facture électronique. Il récupère. Par contre, le comptable, lui, ne comptabilise que des factures validées. Et comme dans l'outil, je dois valider la facture, dire si je suis d'accord, il faudra voir avec votre comptable qui valide. Parce que votre comptable, il a accès. Mais imaginons, je me connecte jamais, je ne dis jamais je suis d'accord avec la facture. Le comptable, il ne sait pas si vous êtes d'accord avec la facture. Ah, ok. Et juridiquement, en comptabilité, on saisit des factures que vous avez approuvées. Vous êtes tout à fait en droit, même facture électronique, de dire non, le fournisseur, c'est pas le tarif qui était prévu, je suis pas d'accord, donc on comptabilise pas. Donc il faudra quand même définir avec votre comptable qui valide la facture. Vous pouvez, au pire, donner mandat à votre comptable pour le faire. Donc ça, c'est une tâche supplémentaire à déléguer à votre comptable, ou le faire vous-même. Et il faudra quand même se coordonner, puisque le comptable aura besoin des factures validées pour faire son travail de comptable. Donc il faudra que vous définir quand même des moments pour vous connecter et valider les factures. Ok. Donc on passera de je récupère les factures, je les envoie au comptable, à juste je me connecte à la plateforme, je valide les factures. Mais c'est une tâche que vous faisiez déjà, puisque quand je télécharge un PDF d'un mail, je regarde une facture, je me dis je suis d'accord avec la facture, je peux l'envoyer au comptable. C'est déjà intellectuellement un contrôle qui était fait. S'il y avait quelque chose qui allait pas, on dit bah non, ça je vais pas payer ce montant-là, donc je veux pas que le comptable me mette ça en comptabilité. D'accord. Là c'est formalisé. Sur la partie achat, après il faudra indiquer aussi les dates de paiement de facture, et c'est ce qu'on appelle les statuts de facture électronique, qui seront renvoyés à votre fournisseur pour information et également copiés aux impôts. D'où l'intérêt sur les délais de règlement. L'année prochaine, je vais devoir passer mes recettes, mes ventes en facture électronique à partir du mois de septembre. On a parlé des exceptions pour les achats. Pour les ventes, il y a plus d'exceptions. Il y a quelques secteurs, notamment le secteur de la santé, qui travaille avec des patients, dont les recettes bénéficient d'une exception pour la facturation électronique, mais uniquement sur la partie vente. La partie achat, c'est des exceptions qu'on a vues précédemment. Mis à part cette exception-là, même si je suis auto-entrepreneur, il faut, 1 an, ça passe vite, que je me lance dans la réflexion, et que je me dise, je vends à qui? Est-ce que je vends à des professionnels? Et là, même si je suis auto-entrepreneur, pas de TVA, pas de déclaration de TVA, ma facture, faite à un professionnel, à chaque fois, je devrais la faire à partir du 1er septembre 2027 dans un outil de facturation électronique. Ça veut dire que si j'ai beaucoup de clients différents,
il faut peut-être pas que j'attende le 31 août 2027 au soir. Bien bah tiens, je vais me rentrer la base de données client dans le logiciel. Tiens, j'ai pas regardé s'il y avait un import automatique de possible de la base de données client. Oui. Pour gagner le maximum de temps. Allez-y. Les mentions obligatoires sur la facture? Et c'est les mêmes? Dans la préparation justement des factures que moi je vais devoir établir, oui. Il faut que je me mette à jour des mentions obligatoires. Parce que pour que fonctionne le système de facturation électronique, dès septembre 2026, il y a de nouvelles mentions obligatoires qui sont notamment le fait de devoir mettre le sirène de votre client sur la facture, ce qui va permettre le routage en fait sur sa plateforme de facture électronique, puisqu'il faut savoir que l'inscription à une plateforme, la première variable de tri en fait c'est le numéro de sirène et après c'est le nom de l'entreprise. Et ça c'est pour le B2B. C'est pour le B2B. Après, pour les particuliers, il y a la catégorisation de l'opération, mais que vous faisiez déjà, mais il faut que le libellé soit explicite. Est-ce que c'est de la prestation de service? Est-ce que c'est de la vente de marchandises? Point important, si vous vendez, que vous livrez à une autre adresse que l'adresse de facturation, vous devez, à partir du 1er septembre, indiquer l'adresse de livraison sur la facture. Et le dernier point est plutôt sur une option de paiement de la TVA sur les débits. Donc là, ça change pas grand-chose. Pour les freelances, ne pas oublier, quand vous n'êtes pas à la TVA, que la mention franchise de TVA, article 293B du CGI, Code général des impôts, est devenue... Elle change? Oui, est devenue article L223-3 du Code des impositions des biens et services du CIBS. Donc n'hésitez pas à remettre à jour votre modèle de facture. Ça vous permettra d'être conforme aux mentions actuellement bientôt en vigueur, et de gagner du temps pour l'année prochaine. Ah, 293B, hein, je la connais depuis longtemps, celle-là. C'est une recodification. Hein. Le contenu de l'article n'a pas changé. Il y avait trop d'articles dans le même code, donc ils ont fait un code annexe pour essayer de structurer, le droit à droit constant. Très bien. Eh bien, je crois qu'on a... Alors, après, vous avez peut-être aussi des logiciels que vous utilisez au jour d'aujourd'hui pour facturer. Il faudra, le logiciel peut-être qui vous plaît, il est bien paramétré pour votre activité. Quelle va être son évolution pour la facture électronique d'ici l'année prochaine pour votre logiciel de facturation? Quelles sont les mises à jour de prévues? Quels sont éventuellement les connecteurs avec des plateformes? Certains logiciels de facturation ont leur propre plateforme, vont faire des partenariats avec certaines plateformes. Ou si vous aviez des logiciels de facturation gratuits, tous ne vont peut-être pas proposer une solution facture électronique conforme. Donc il faut s'y intéresser au préalable. En vous consultant. En consultant, vous avez les organismes qui aident, vous avez les chambres de commerce, les chambres de métiers. Sur la facture électronique, les banquiers interviennent aussi, hein, il n'y a pas de souci, surtout banquier, si vous n'avez pas de comptable, vous pouvez voir directement ça avec votre banquier, puisqu'il n'y a pas la question à se poser, comment je fais le lien avec mon comptable, j'en ai pas. Donc je peux le voir avec mon banquier sans souci, il n'y a pas de souci. Voir aussi comment je vais m'organiser, puisque peut-être que je m'organisais d'une certaine manière pour transmettre les documents à mon comptable pour qu'il fasse mes déclarations de TVA mensuelles. Là, il va falloir quand même que je revoie peut-être mon process de réception des achats et facturation. Peut-être que mes clients particuliers vont toujours vouloir recevoir une facture papier. Ça dépend de la clientèle, je peux toujours. Mais il faudra que moi, en back-office, dans mon process de facturation, si j'ai un client entreprise, lui, il va avoir des soucis s'il me demande du papier. Mais mon client particulier, je vais pouvoir lui faire une facture électronique. Je vais pouvoir lui imprimer papier. Il va falloir que tous mes clients particuliers, je les rentre dans mon outil de facturation électronique. Mon client particulier, lui, il n'est pas soumis à la réforme, donc il ne va pas recevoir de facture électronique. Par contre, mon outil de facturation électronique,
suivant la taille de mon entreprise, tous les 10 jours, tous les mois ou tous les 2 mois peut-être pour les plus petits, les freelances. Il va envoyer un espèce de tableau Excel récapitulatif à l'administration fiscale de toutes les factures que j'aurais faites à des particuliers. Donc, c'est-à-dire que quand je prépare la facturation, il faut que je rentre mes clients entreprises, il faut que je rentre mes clients particuliers. Il faut, comme pour les achats, que je me pose les questions, qui sont mes clients, ce sont des entreprises, des particuliers, et où je vends. Puisque si je n'ai que des clients entreprises à l'étranger, la réforme de la facture électronique, elle est franco-française. Et en fait, même il y aura une plateforme en Belgique, il y aura une plateforme en Allemagne, mais il n'y a pas encore de connexion de prévue entre les plateformes des différents États pour qu'un vendeur français puisse envoyer une facture électronique directement à un client entreprise belge. Donc là, ça continuera pour des échanges internationaux comme c'est aujourd'hui. Ok, ponctuellement, enfin... Voilà, jusqu'à ce que ça évolue à ce niveau-là en coordination. Donc vraiment, de lister mes clients, de dire est-ce que ce sont des pros, des particuliers, et est-ce que ce sont aussi des clients que je vais avoir à l'étranger. Si c'est un pro à l'étranger, ben, je peux pas lui envoyer une facture électronique, je suis obligé de télécharger le PDF et de lui envoyer par mail comme avant. Par contre, comme c'est une facture que moi je fais, je suis obligé de faire la facture dans mon outil de facturation électronique. Oui, les impôts en auront une copie. Les particuliers, strictement, si ça m'amuse de pas faire les factures aux particuliers, si j'en fais, si c'est des très petits montants, il y a des quelques euros, je suis pas obligé. Je peux, si ça m'amuse, continuer à faire des factures Word et Excel aux particuliers. Jusqu'à quel montant ? Je continue. Pardon. Sauf que l'obligation, c'est que je dois envoyer un récapitulatif des factures à certaines dates à l'administration fiscale. D'accord. Et là, je vous le déconseille, puisque si je fais pas mes factures en particulier dans le même outil, je vais me retrouver à réimporter des fichiers Excel dedans, des fichiers Word. Quand va arriver la fin du mois et que l'outil va dire attention, il faut les transmettre, je vais avoir de la perte d'informations et de la perte de temps. Donc strictement, je suis pas obligé de faire mes factures aux particuliers dans mon outil de facturation électronique. D'accord. Dans les faits, comme je dois envoyer, c'est le récapitulatif des factures que je dois envoyer. Dans les faits, il faut. Sinon, je vais perdre du temps, je vais perdre de l'information, et ça va pas être possible. D'accord. Ok. Bien, Monsieur Boyer, je crois qu'on a fait le tour. Tout à l'heure, j'ai tenté de savoir si c'était le cas, mais pas encore. Est-ce que cette fois, pour vous, tout est à peu près N'hésitez pas à vous faire accompagner. Survolé. C'est une réforme qui prend du temps. Donc, si ce n'est pas fait, lancez-vous. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, avec plaisir. N'hésitez pas. Je vous mets donc le lien sur le site Asega. Il y a un très bon article qui la checklist qu'il faut à tout prix consulter pour la mise en place de votre facture électronique. Et évidemment, n'hésitez pas à contacter le cabinet Asega pour plus d'informations. Pourquoi pas. Merci beaucoup. Eh bien, vaste sujet. Ah oui. C'est pas mal. Il y a matière à une belle vidéo. Alors, je vous promets pas que je la ferai avant le 1er septembre, mais ça va être bien. Ah oui, non, pas de souci. Et c'est vrai, on est en cours de refonte du site internet. Ça passe bien. Ok. C'est très important par rapport au choix de l'outil. Il y en a beaucoup. Ben oui, 150. Il semblerait qu'il y en ait peut-être un petit peu trop par rapport au nombre auquel on peut s'attendre d'ici quelques années. C'est-à-dire 60, 80 ? Peut-être la moitié moins, ouais, c'est ça, environ. Donc, il risque d'y avoir quelques outils au fil du temps qui aient du mal à passer les contrôles annuels, puisque les contrôles vont être de plus en plus durs. La réforme commence uniquement pour les achats, on va bien voir le calendrier. Puis après, les outils devront traiter les ventes. Donc, au jour d'aujourd'hui, les outils sont agréés pour traiter les achats. Est-ce que tous passeront convenablement le cut
pour bien traiter les ventes? La plupart, oui. Ok. Mais vous pouvez avoir la malchance d'avoir mal choisi votre outil et qu'ils vous disent dans quelques mois, bah non, les ventes, j'y arrive pas. J'abandonne. D'accord. Certains outils aussi pourront s'arrêter parce qu'ils seront rachetés par des outils plus gros et vous pourriez être amené à être redirigé vers l'outil plus gros qui aurait racheté l'outil que vous auriez souscrit initialement. Bon. Comment ça va se passer? Une fois que je me suis inscrit, la plateforme auprès de laquelle je me suis inscrit, je vais lui donner mandat pour me déclarer auprès des impôts. Ah oui, d'accord. Comme étant inscrit sur la plateforme A, la plateforme B, la plateforme C. Les impôts sont en charge de gérer ce qu'on appelle un annuaire de la facturation électronique. Ah oui. Ou un fournisseur qui doit vous envoyer une facture, doit normalement pouvoir, à partir de votre numéro de sirène dans l'annuaire, avoir l'information que tel freelance, il est inscrit sur la plateforme C et que je dois lui envoyer la facture sous la plateforme C. D'accord. Vous ne pouvez pas vous inscrire directement dans l'annuaire. Oui. Parce que les impôts ont eu peur que ça fasse trop d'intervenants. Seules les plateformes ont le pouvoir de vous inscrire dans l'annuaire. Et il faut que vous leur donniez mandat pour vous inscrire dans l'annuaire. Avant quelle date? Moins de 15 jours. 1er septembre. C'est très bientôt. C'est tout de suite, c'est maintenant. Votre comptable n'a pas la possibilité non plus de vous inscrire dans l'annuaire. Oui. C'est uniquement la plateforme que vous aurez choisie, peut-être en coordination avec votre comptable, qui pourra le faire. Oui. Comme vous n'avez pas le pouvoir de vous inscrire directement dans l'annuaire, si vous avez fait toutes les démarches, vous n'avez rien à vous reprocher. Si la plateforme tarde à vous inscrire dans l'annuaire, c'est sa responsabilité. Ça ne peut pas être de votre faute. Oui. Puisque vous n'avez pas possibilité de vous inscrire directement. Sur cette plateforme que vous allez avoir choisie, il va falloir s'occuper de gérer dans un premier temps les achats que vous allez recevoir et dans un second temps les ventes. Biens et services. Bien, achat de biens, achat de services, vente de biens, vente de services. Oui, c'est ça. Il y a quelques cas qu'on n'évoquera pas dans le cadre de la vidéo, notamment au niveau des frais de déplacement, des gestions de notes de frais. Il y a des choses qui passeront pas encore tout de suite sous forme de facture électronique, qui resteront dans un premier temps sous forme de ticket. Ah oui. Mais de plus en plus de choses, au fur et à mesure, vont s'intégrer dans la réforme. Mais au fait, Monsieur Boé, je vous interromps. L'objectif principal de cette facturation électronique, c'est quoi, selon vous? L'administration ne s'en cache pas, c'est la lutte contre la fraude. Ce sont des contrôles plus automatisés et plus rapides. D'accord. Donc pour l'auto-entrepreneur ou le freelance, quel est le bénéfice pour lui, au-delà de la fraude? Lui, ça va être la capacité de tout centraliser, de pouvoir, s'il communique avec un comptable, d'avoir un endroit où le comptable y ait accès en direct, de plus avoir de temps de transmission d'informations au comptable. D'accord, oui. Moins d'administratif, donc. Et ça va être moins de risque aussi qu'on vous dise qu'on a perdu votre facture. Puisque, on y arrivait, la transmission, en fait, des factures, je suis votre fournisseur. On va commencer par les achats. Je sais que vous êtes inscrit parce que vous êtes dans l'annuaire, vous êtes inscrit à la plateforme C. Fournisseur, je suis obligé d'avoir ma propre plateforme. Elle est aussi inscrite dans l'annuaire, pas de souci. Il y a un schéma de communication qu'on dit en Y, c'est-à-dire que je vais générer, moi, fournisseur, la facture sur ma plateforme. Je vais dire à la plateforme de l'envoyer à la plateforme C, puisque j'ai vu dans l'annuaire que vous êtes inscrit sur la plateforme C. Et ma plateforme, moi, fournisseur, quand elle va transmettre la facture, elle va en envoyer copie au serveur des impôts. D'accord. Donc il y a un double envoi. Il y a un double envoi. C'est pour ça qu'on parle de schéma en Y. D'accord. Ça veut dire que quand la facture, si jamais
dans un second temps, mais les freelances en tant que fournisseurs vis-à-vis surtout d'entreprises, ce qui va être le plus courant, ce sera l'année prochaine. On va revenir sur le calendrier. Ça veut dire que quand j'aurai envoyé une facture à un client, il aura difficulté à me dire je n'ai pas reçu la facture, puisque la copie va être horodatée, arriver tel jour, telle heure, un horodatage aussi confirmé par les impôts. Ça doit permettre de fluidifier des problématiques de j'ai pas reçu, c'est jamais arrivé. Bah, je voulais bien envoyer, je voulais envoyer à vous, et il y a une copie qui arrive aux impôts le même jour, donc la facture, elle a bien été générée. Ok. Dans les questions qu'on peut se poser, c'est ok, je reçois automatiquement une facture, copie a été émise aux impôts, mais est-ce que je suis obligé d'accepter la facture, puisque j'ai déjà copié aux impôts? Non, les impôts attendent, quand vous recevez une facture, que vous vous connectiez sur votre plateforme et que vous indiquiez si vous êtes d'accord avec la facture. Ah oui. Puisqu'il peut y avoir une erreur de facturation. Il y avait des erreurs de facturation papier. Oui, c'est vrai. Il y en avait sous Word, il y en avait sur Excel. L'erreur est humaine, il peut toujours y avoir une erreur de facturation. Et vous pouvez refuser la facture et demander une correction. D'accord. Sauf que le schéma se fait à chaque fois avec une copie au niveau des services fiscaux. Oui, oui, oui. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus cadré. D'accord. Et si ce n'est, on n'est qu'à l'étape du devis non encore validé, il vaut mieux, dans le process, s'assurer d'un accord devis et facturation de devis, accord reçu par mail, avant de lancer la facturation en facturation électronique. Parce que dès que j'envoie une facture en facturation électronique, tout ce que je fais est quand même en copie à l'administration. Si je ne suis pas assez carré dans ma procédure et que j'ai 50 allers-retours refaites la facture, on peut me le reprocher. Peut-être que vous aurez une question fiscale. Oui. Pourquoi, pour une facture de 100 €, je vois 50 allers-retours? Ça paraît pas très structuré comme échange. Bien sûr, oui. Oui, ça va peut-être arriver au début, le temps que les gens... Ça arrivera au début. Il faudra quand même, avant de lancer une facturation électronique, s'assurer d'avoir quand même un préaccord sur un devis, bonne pratique, afin d'éviter qu'il y ait une cinquantaine d'échanges pour faire une facture qui passe sous contrôle de l'administration, ce qui sera mathématiquement surprenant. Le contrôle sera automatisé au niveau de l'administration. S'il y a trop d'échanges, ça semblera un petit peu bizarre. Oui, oui, c'est logique. Je devrais aussi indiquer à l'administration le paiement de la facture. Ah oui. Il y a ce qu'on appelle les statuts de facture. Les principaux, ce seront acceptés, payés. Et quel délai? Voilà. Avec ça permettra aussi d'avoir une supervision des délais de paiement. Puisque tout est tripartite. Donc, on pourra voir que peut-être, si vous, en tant que freelance, vous avez du mal à vous faire payer, il y a quand même un tiers qui aura l'information aussi également que peut-être un délai de règlement légal n'est pas respecté. Donc, ça, le but aussi, c'est de permettre de sécuriser aussi les délais de paiement par rapport, sans changer les textes légaux applicables, mais en disant attention, il y a des textes légaux applicables, maintenant il y a un process qui est cadré, et ça doit permettre de remettre dans le moule. Oui, parce que les délais de paiement, les délais de paiement, souvent en tant que freelance, quand on travaille avec des gros groupes, ça peut être un sujet. Oh oui. Ça peut être un sujet. Donc là, le but, c'est peut-être d'apporter de quoi aider. Tout à fait. Attention, la facture, elle est émise tel jour, telle date. Copie déjà envoyée à l'administration. Le paiement, il n'a été fait qu'à tel jour. Est-ce qu'on n'est pas dans une forme d'excès à un moment donné? Tout à fait, oui. Ça fera partie des contrôles automatisés que pourra faire l'administration. Puisqu'elle voudra la date de transmission de la facture, la date d'acceptation de la facture et la date de paiement. Après, ce seront juste des écarts entre dates et de voir si les choses sont faites dans des délais corrects ou pas. J'ai la partie achat, donc qui va fonctionner comme ça. En résumant, je dois choisir une plateforme, je dois m'inscrire sur cette plateforme qui elle-même va m'inscrire sur l'annuaire public fiscal de la facture électronique qui va permettre à mes fournisseurs de m'envoyer une facture électronique qui est un PDF amélioré, qui n'est pas un PDF simple. C'est la première étape.
Avez-vous à ce stade d'autres questions? Oh, j'en ai plein, c'est un vaste sujet. Avant d'aborder le calendrier, puisque ça peut être intéressant de voir ça effectivement, au niveau de la France, on est en 2026, c'est le 1er septembre que ça devient effectif. Et en Europe et dans le monde, ça se passe comment? Ils ont la même échéance? Alors, on peut se poser la question, est-ce une invention, une lubie française? Pas du tout. Pas du tout. Puisque les premiers continents à se lancer sur la facture électronique, on est plutôt en Amérique du Sud, par exemple. On est dans les années 2000. On est du côté du Brésil, du Mexique. D'accord. Où on est sur des choses qui tournent depuis maintenant près de 25 ans. D'accord. Plus proche de nous, on a l'Italie qui a fait l'intégralité de la réforme en 2019. Oups. Donc on est déjà en 2026, donc ça fait 7 ans. Réforme obligatoire. Vous avez la Finlande qui l'a faite aussi il y a quelques années en restant en fait facultatif dans son application. D'accord. Mais en fait, il y a tellement de personnes qui se sont inscrites que vous avez 85-90% des factures qui sont électroniques en Finlande, alors que la loi ne l'impose pas strictement. Donc ils ont vu tous les intérêts qu'on a évoqués avant. Et puis si tous vos clients sont inscrits facture électronique, si vous envoyez encore une facture papier, vous obligez votre client à gérer pour vous un système de traitement des factures papier, et en fait ça va pas. Oui. Ok, c'est une autre façon de faire. Ça a été compliqué la première année en Italie, quand vous avez des retours, notamment dans des congrès professionnels de comptables italiens, ils ne reviendraient pas en arrière. Voilà, c'est toujours quelque chose à mettre en place. L'Espagne aussi avance dessus, vous avez l'Allemagne qui avance dessus, la Belgique qui devait le faire au mois de janvier, qui l'a fait là au mois de juillet. Ah oui. Donc en fait, on a autour de nous Espagne, Portugal l'ont fait, Italie, l'Allemagne est en train en même temps que nous d'avancer sur le sujet. Oui, parce que je peux avoir des fournisseurs européens, mondiaux. On est sur quelque chose qui est quand même, qui avance et qui nous est, faut pas dire forcément contraint, mais qui rentre aussi dans un cadre européen. Oui. Où on est poussé quand même à avancer, bien qu'il y ait des souplesses dans les délais, des directives qui soient en train d'être discutées, mais on est sur des horizons fonctionnalité complète 2032 pour la plupart des pays européens. Nous sommes déjà en 2026, on peut reparler de calendrier. En septembre 2026, la réforme de la facture électronique va se lancer pour les achats, les dépenses, avec des différentes fonctionnalités, des choses qui vont peut-être pas fonctionner tout de suite dès le 1er septembre au matin. Oui. En septembre 2027, on est sur des choses qui vont concerner les ventes, vos ventes, et on part d'une obligation stricte européenne 2032, septembre 2027, peut-être des mesures de tolérance jusqu'à la fin de l'année, on est en 2028. D'envisager 2028 pour un butoir 2032, même s'il y avait quelques mois de retard, on est sur quelque chose qui va se faire dans un cadre européen. Et on a déjà beaucoup de pays autour de nous qui soit l'ont fait, soit sont en train de le faire, soit vont le faire en même temps que nous. D'accord. Donc ça va être difficile à un moment, ne serait-ce que pour une problématique de compétitivité européenne, de se dire, nous, on perd du temps encore à traiter des factures papier, alors que tous les pays autour de nous ne le font plus. Là, il y a un effet d'entraînement. Et avec des choses qui existent depuis quand même plus de 25 ans dans certains pays, notamment en Amérique du Sud, où c'est compliqué d'y voir une nouvelle technologie qui serait non fonctionnelle. 25 ans, ça laisse quand même le temps de mettre des choses en place, de comprendre ce qui a fonctionné, pas fonctionné. Un retour d'expérience. Et on a l'exemple aussi quand même de la Finlande qui l'a fait de manière incitative et où la plupart des entrepreneurs finlandais y sont allés. Après, on est sur une taille de pays bien moindre que la France. Mais il faut que ça fonctionne. Plus 10 fois moins plus petit, mais ça fonctionne. D'accord.
Donc là, pour le calendrier, vous êtes concerné en tant que freelance pour vos achats dès début septembre 2026. Vous serez concerné pour vos recettes en septembre 2027. C'est vrai qu'en France, en termes de calendrier, ça aurait dû être fait en 2024. D'accord. On peut toujours avoir, il y a toujours quelque chose qui a été repoussé. Peut-être que ce sera repoussé. C'est pour ça qu'on fait une vidéo là, au cœur du mois d'août. Oui. À 15 jours de l'échéance, même pas 15 jours, il n'y a pas d'éléments qui laissent à penser que ça va être définitivement repoussé. Non, ça serait... Il y a même eu des précisions. Il y a un décret qui est sorti fin juillet pour préciser quelques points de détail qui n'étaient pas encore précisés. Il y a quand même une volonté administrative et étatique d'y aller. Que ça se lance. La facturation électronique, du coup, elle est pour les auto-entrepreneurs, mais elle est pour qui en général? Alors, c'est une question qui n'a pas forcément toujours été très claire, qui peut être sujet à interprétation ou à doctrine administrative. En étant synthétique, je ne suis pas dans la facture électronique. Il y a quelques cas d'exception. Je vais être un particulier. Oui. Mais un particulier, déjà, j'avais pas vocation à faire de facture. Alors. Donc, je vais pas être dans la facture électronique. Le secteur associatif se pose beaucoup de questions, puisque suivant sa fiscalité, certaines associations peuvent être dans le champ des impôts, d'autres pas. Oui. Et ben, c'est la même chose pour la facture électronique. Si je bénéficie des impôts, si je suis dans le champ des impôts, la facture électronique vient avec le package. Oui. Je ne suis pas dans le champ des impôts. Je ne suis pas dans les obligations strictes de facture électronique. Attention sur le secteur associatif. Je vais travailler avec des fournisseurs qui ont peut-être beaucoup de clients qui sont dans la facture électronique et qui vont peut-être m'inciter à passer de manière facultative à la facture électronique pour gérer d'une seule manière toute leur facture. Oui. Donc les particuliers, les associations qui n'ont aucun impôt à payer. J'ai aussi en troisième exonération totale, stricte, les sociétés civiles immobilières qui sont dans le cas particulier exceptionnel de mise à disposition d'un bien immobilier à l'un des associés. Donc c'est très cadré. À titre gratuit et uniquement pour les puristes dans un régime fiscal d'impôt sur le revenu. Puisque dans un régime fiscal d'impôt sur les sociétés, c'est interdit et c'est redressé fiscalement. Bien. Comme ça, c'est clair. Pour pas dans la vidéo, on dit ce qu'on a dit, de bêtises. Bien sûr. Il y a un dernier cas en exonération complète, c'est si je travaille avec la Direction Générale de l'Armement et que je fabrique des choses qui sont couvertes par le secret défense. Oui. Là, mes factures vont passer dans un schéma particulier et ne seront pas dans le schéma classique général de facture électronique. D'accord. C'est quand même pour un freelance un cas relativement rare. Ah. Ça peut arriver, mais c'est rare. Très bien. Alors, Monsieur Boé, comment est-ce qu'on met en place concrètement cette solution de facturation électronique? Je souscris tout de suite à une plateforme où je viens vous voir pour avoir du conseil sur la mise en place? Donc, faut pas hésiter à se faire accompagner. Après, là, on est quand même à moins de 15 jours de la réforme. Donc, les intervenants qui peuvent vous accompagner ont des calendriers malheureusement surchargés. J'imagine. Il peut arriver que vous ne vous soyez pas lancé ou intéressé au sujet assez tôt. Et donc, peut-être quand vous allez essayer de solliciter des intervenants, que ce soit comptable, expert comptable, mais aussi éditeurs de logiciels, puisqu'ils ont énormément de demandes de souscription d'outils, d'aide à la mise en place d'outils. Mais il y a quand même plusieurs choses à faire, que vous puissiez être accompagné ou que malheureusement vous ayez une difficulté à trouver quelqu'un pour vous accompagner, c'est déjà de vous positionner dans la réforme. C'est-à-dire de vous dire, est-ce que je fais partie des quelques exceptions qu'on a évoquées? Elles sont quand même restreintes. Et donc, si je ne fais pas partie des exceptions, dans la première étape du calendrier, les achats, il va falloir que je me lance. Pour me lancer,
il va falloir quand même que je me dise mes achats, mes dépenses, c'est quoi? Quel type d'achat, quel type de fournisseur? Puisque peut-être que j'ai des gros fournisseurs qui tout de suite doivent m'envoyer les achats dès le 1er septembre. Dès le 1er septembre, dans le cadre de la facture électronique. Mais peut-être aussi que j'ai des petits fournisseurs. Je peux peut-être travailler avec d'autres freelances qui, eux, n'ont pas l'obligation au 1er septembre de m'envoyer leur facture sous le format facture électronique. Pendant un an. Jusqu'en septembre 27, disons. Jusqu'en septembre 27. Donc, est-ce qu'il faut se poser la question, quel est vraiment, dans les faits, le volume de factures que je vais recevoir? Je travaille avec des gens qui sont tout de suite format facture électronique, ou pas. Ça va me permettre de me dire, attention, je vais recevoir tout de suite beaucoup de factures dès le mois de septembre, ou je vais recevoir que la facture de mon téléphone, la facture éventuellement d'énergie, ou électricité. Ça va vous permettre de quantifier le volume de facture. Est-ce que si je n'ai aucune facture concernée, puisque peut-être j'ai pas le téléphone, il est personnel, il n'est pas au nom professionnel, l'eau, l'électricité, c'est compris dans un loyer, le loyer, la personne qui me facture le loyer n'est pas de taille importante, n'a pas l'obligation de le faire en facture électronique tout de suite. C'est pas pour ça qu'il faut pas s'inscrire. Puisque vous avez une amende qui est prévue pour la non-inscription à une plateforme. Puisque si je ne fais pas partie des exceptions, j'ai l'obligation de m'inscrire à une plateforme au 1er septembre. 26, quel que soit le nombre de factures que je vais effectivement recevoir. S'intéresser sur le nombre de factures, ça permet de quantifier les choses, puisque chaque fois qu'on va vouloir m'envoyer une facture électronique et que je vais pas pouvoir la recevoir au bon format, je peux avoir un complément d'amende par volume de facture que je peux pas recevoir aux factures électroniques. L'amende pour non-inscription au 1er septembre, elle est quand même de 500 €. Renouvelable. L'administration se dit tolérante. Il faut quand même, sachant que les intervenants qui peuvent vous aider à choisir un outil de facturation électronique, vous accompagner à le mettre en place, sont surchargés. Souvent, l'administration, quand elle va vous écrire, elle va vous accorder 30 jours. 30 jours, ça passe très très vite. À la première relance de l'administration, ne vous inquiétez pas, mais saisissez-vous du problème. Vous aurez peut-être une deuxième relance. 500 x 2, ça fait 1000 € quand même. Ça peut faire un budget pour un freelance. Si vous dites à la première, dans les 30 jours, j'ai fait quelque chose, j'ai pris contact avec un comptable, j'ai contacté un éditeur pour m'inscrire à tel endroit, j'ai vu avec ma banque aussi, ça peut être une solution. Vous ne devriez pas avoir de soucis. Donc, l'inscription à la plateforme, le volume de factures que je vais recevoir, puisque je vais aussi avoir peut-être une amende par facture que je vais pas pouvoir recevoir de la bonne manière. Le volume de facture va aussi me permettre de savoir, est-ce que pendant les premiers mois, j'ai aucune facture dans ma plateforme, j'ai rien à faire dedans. Est-ce que je vais recevoir des factures? Là, il y a des factures qui vont arriver sur ma plateforme, je vais devoir cliquer dessus, dire est-ce que la facture est conforme à ce que j'attendais? Ou est-ce que la facture n'est pas conforme? Il faudra que mon fournisseur me la refasse. Sachant que mon fournisseur, quand il m'envoie sa facture, il a copié à l'administration. Donc, il refait sa facture, la facture refaite repasse dans le même tuyau. Et il faudra aussi que je me connecte pour valider la date à laquelle j'ai payé la facture. Évidemment, si j'ai au début aucune facture censée passer dans la plateforme, je sais que je vais pas avoir à me connecter régulièrement à la plateforme. Mais je devrais y être inscrit pour éviter l'amende de non-inscription. Allez-y. Le coût moyen d'une inscription, à minima, la première facture électronique que je peux recevoir, c'est celle de la plateforme sur laquelle je me suis inscrit. Tout à fait. Sachant que vous avez quand même des offres diverses et variées, il y en a presque 150. Vous allez avoir des tarifications diverses et variées avec un niveau de service
de très basique à ultra premium. Vous allez avoir dans les outils des plateformes qui sont spécialisées, alors souvent pas par taille d'intervenant, plutôt par secteur d'activité. Ah oui. Vous avez des plateformes spécialisées parfois dans les métiers du bâtiment, dans le métier de la pharmacie, etc. D'accord. Donc, suivant en fait si c'est une plateforme généraliste ou spécialisée, adaptée en fait à votre secteur d'activité, où souvent la plateforme a des connecteurs ou a des fiches fournisseurs pré-remplies, puisqu'ils connaissent les principaux fournisseurs du secteur d'activité, vous allez payer des prix différents. Vous avez encore des offres gratuites. Attention aux offres gratuites, puisque si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, sauf certaines offres gratuites, notamment celle de la structure ECMA, qui fait une offre freemium, jefacture.com, qui a plutôt vocation à aider les entrepreneurs et freelances qui s'y seraient pris au dernier moment, donc qui, pour quelques factures, jusqu'à 5 factures par mois, vous propose d'être conforme, peut-être avant d'aller vers une solution payante ou avec plus de volume. C'est déjà très bien. Faut savoir que ça existe. Donc, voir quels sont vos flux, quels sont le volume de factures que vous allez recevoir. Pensez, dans vos achats à partir de septembre, aux procédures que vos fournisseurs vont mettre en place pour la facture électronique. Certains magasins, je pense au BTP, type pour Leroy Merlin, mais il y en a d'autres, Bricorama, des choses comme ça, ont des procédures qui vont peut-être différer. Dans certains, vous allez avoir toujours, en sortant de la caisse, un ticket de caisse. Certains, par contre, vont fonctionner avec des bornes, en fait, derrière les caisses, dans lesquelles il faudra passer le ticket de caisse pour que ça transforme le ticket de caisse en facture électronique. D'accord. Donc, faudra vous adapter, en fait, à ce que vont vous dire vos fournisseurs. Certains vont vous dire, le ticket de caisse, c'est parce que c'est la caisse à l'ancienne, le truc facture électronique, n'oubliez pas, vous êtes un pro, s'il faut passer à la borne derrière la caisse pour que je vous fasse la facture électronique. Ok. Donc, il faudra s'adapter, quel fournisseur, et s'adapter aux procédures que vont mettre en place les fournisseurs. Certains fournisseurs qui devraient passer à la facture électronique, il y en a malheureusement quelques-uns qui ont déjà annoncé, notamment dans l'énergie, qui ne seraient pas prêts le jour J à l'orage. Donc, si jamais vous êtes client de ces fournisseurs-là, il faut suivre l'actualité et à quelle date eux vont commencer. Le fait qu'ils ne soient pas prêts, si vous avez des fournisseurs qui ne sont pas, ça ne vous exonère pas, vous, de l'obligation de vous inscrire à une plateforme. Dans tous les cas. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas à jour, ne fait pas ce qu'il doit faire, que ça vaut exonération pour vous d'inscription à la plateforme. Parce qu'il y a bien une amende pour non-inscription, et il y a des pénalités par facture non reçue. Donc, comme le fournisseur ne vous envoie pas la facture, vous ne risquez aucune pénalité, vous ne risquez pas la pénalité pour facture non reçue. Par contre, vous risquez l'amende pour non-inscription à la plateforme. C'est pas parce que le fournisseur vous envoie pas de facture que vous n'êtes pas censé vous inscrire à la plateforme. Très bien. Donc ça, c'est dans la première vague. Ce sont les achats. La question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que vous avez un comptable ou est-ce que vous n'en avez pas? Le but de centraliser les factures d'achat, c'est éventuellement quand même de faire gagner du temps sur le process comptable, sur la transmission notamment d'informations. Donc quand vous choisissez la plateforme, si vous avez un comptable qui travaille avec vous, il faut le faire en coordination avec lui. Savoir s'il a le même outil. Puisque 150 outils, il y a quand même peu de cabinets comptables qui ont été en mesure de former leurs équipes à 150 outils différents. Ah bon? Ou de former sérieusement. Donc forcément, il y a un risque que votre cabinet comptable n'ait pas forcément choisi la plateforme que vous avez repérée, qui vous a plu, etc. C'est pas forcément grave. Ça veut dire par contre, il faut se coordonner avec votre comptable en amont pour voir comment faire. Et qui vous explique, là, si vous prenez tel outil,
Nous, pour récupérer comptable les données, on va faire comme ça va nous prendre tant de temps, et ça va nous prendre plus de temps que si on avait pris tel outil auquel le cabinet comptable est connecté plus directement. Oui, donc ça concerne vraiment le pilotage de l'entreprise. Par contre, peut-être que vous avez un secteur d'activité spécifique, le bâtiment, la pharmacie, et que vous voulez l'outil spécifique de votre secteur. A raison. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut en parler avec votre comptable. Oui. Qui pourra peut-être se connecter aussi à l'outil, mais plutôt de manière individuelle et parfois manuelle. Tandis que si c'est un outil qu'il a choisi, souvent le canal de transmission est automatisé. Oui. Et au niveau du bilan comptable, est-ce qu'il y a un intérêt particulier, ou des bénéfices particuliers par rapport à si je travaille avec mon comptable et au moment de la liasse fiscale? Alors, l'intérêt pour le lien avec le comptable, c'est-à-dire que précédemment, même si j'ai une facture en PDF, souvent le fournisseur ne m'envoie plus papier quand même. Il m'envoie pas un PDF, il va pas l'imprimer pour me la mettre dans une enveloppe pour me l'envoyer, je vais la recevoir par mail, la facture. Oui. Le mail, soit je vais le transférer à mon comptable, soit je vais le transférer à une adresse de collecte des mails que mon comptable m'aura dédiée, soit je vais télécharger le PDF pour mettre ça sur une plateforme d'échange avec mon cabinet comptable. Ça, en fait, j'oublie. C'est-à-dire que tout ce temps-là que je passais à dire je télécharge le PDF, je le mets sur mon ordinateur. Bon, là, il faut que j'ouvre mon mail, il faut que j'envoie le PDF par mail à mon comptable. Il faut que je sois sûr qu'il est reçu. Il faut que je sois sûr qu'il est reçu, ça y a plus. Ok. Puisque comme il va se connecter, suivant les choix que vous aurez fait à votre plateforme de facture électronique, il récupère. Par contre, le comptable, lui, ne comptabilise que des factures validées. Et comme dans l'outil, je dois valider la facture, dire si je suis d'accord, il faudra voir avec votre comptable qui valide. Parce que votre comptable, il a accès. Mais imaginons, je me connecte jamais, je ne dis jamais je suis d'accord avec la facture. Le comptable, il ne sait pas si vous êtes d'accord avec la facture. Ah, ok. Et juridiquement, en comptabilité, on saisit des factures que vous avez approuvées. Vous êtes tout à fait en droit, même facture électronique, de dire non, le fournisseur, c'est pas le tarif qui était prévu, je suis pas d'accord, donc on comptabilise pas. Donc il faudra quand même définir avec votre comptable qui valide la facture. Vous pouvez, au pire, donner mandat à votre comptable pour le faire. Donc ça, c'est une tâche supplémentaire à déléguer à votre comptable, ou le faire vous-même. Et il faudra quand même se coordonner, puisque le comptable aura besoin des factures validées pour faire son travail de comptable. Donc il faudra que vous définir quand même des moments pour vous connecter et valider les factures. Ok. Donc on passera de je récupère les factures, je les envoie au comptable, à juste je me connecte à la plateforme, je valide les factures. Mais c'est une tâche que vous faisiez déjà, puisque quand je télécharge un PDF d'un mail, je regarde une facture, je me dis je suis d'accord avec la facture, je peux l'envoyer au comptable. C'est déjà intellectuellement un contrôle qui était fait. S'il y avait quelque chose qui allait pas, on dit non, ça je vais pas payer ce montant-là, donc je veux pas que le comptable me mette ça en comptabilité. D'accord. Là c'est formalisé. Sur la partie achat, après il faudra indiquer aussi les dates de paiement de facture, et c'est ce qu'on appelle les statuts de facture électronique, qui seront renvoyés à votre fournisseur pour information et également copiés aux impôts. D'où l'intérêt sur les délais de règlement. L'année prochaine, je vais devoir passer mes recettes, mes ventes en facture électronique à partir du mois de septembre. On a parlé des exceptions pour les achats. Pour les ventes, il y a plus d'exceptions. Il y a quelques secteurs, notamment le secteur de la santé, qui travaille avec des patients, dont les recettes bénéficient d'une exception pour la facturation électronique, mais uniquement sur la partie vente. La partie achat, c'est les exceptions qu'on a vues précédemment. Mis à part cette exception-là, même si je suis auto-entrepreneur, il faut, 1 an, ça passe vite, que je me lance dans la réflexion, et que je me dise, je vends à qui? Est-ce que je vends à des professionnels? Et là, même si je suis auto-entrepreneur, pas de TVA, pas de déclaration de TVA, ma facture, faite à un professionnel, à chaque fois, je devrais la faire à partir du 1er septembre 2027 dans un outil de facturation électronique.
Ça veut dire que si j'ai beaucoup de clients différents, il faut peut-être pas que j'attende le 31 août 2027 au soir. Bien bah tiens, je vais me rentrer la base de données client dans le logiciel. Tiens, j'ai pas regardé s'il y avait un import automatique de possible de la base de données client. Oui. Pour gagner le maximum de temps. Allez-y. Les mentions obligatoires sur la facture. Et c'est les mêmes. Dans la préparation justement des factures que moi je vais devoir établir, oui. Il faut que je me mette à jour des mentions obligatoires. Parce que pour que fonctionne le système de facturation électronique, dès septembre 2026, il y a de nouvelles mentions obligatoires qui sont notamment le fait de devoir mettre le sirène de votre client sur la facture, ce qui va permettre le routage en fait sur sa plateforme de facture électronique, puisqu'il faut savoir que l'inscription à une plateforme, la première variable de tri, en fait, c'est le numéro de sirène. Et après, c'est le nom de l'entreprise. Et ça, c'est pour le B2B. C'est pour le B2B. Après, pour les particuliers, il y a la catégorisation de l'opération, mais que vous faisiez déjà, mais il faut que le libellé soit explicite. Est-ce que c'est de la prestation de service? Est-ce que c'est de la vente de marchandises? Point important, si vous vendez, que vous livrez à une autre adresse que l'adresse de facturation, vous devez, à partir du 1er septembre, indiquer l'adresse de livraison sur la facture. Et le dernier point est plutôt sur une option de paiement de la TVA sur les débits. Donc là, ça change pas grand-chose. Pour les freelances, ne pas oublier, quand vous n'êtes pas à la TVA, que la mention franchise de TVA, article 293B du CGI, Code général des impôts, est devenue... Elle change. Oui, est devenue article L223-3 du Code des impositions des biens et services du CIBS. Donc n'hésitez pas à remettre à jour votre modèle de facture. Ça vous permettra d'être conforme aux mentions actuellement bientôt en vigueur, et de gagner du temps pour l'année prochaine. Ah, 293B, je la connais depuis longtemps, celle-là. C'est une recodification. Le contenu de l'article n'a pas changé. Il y avait trop d'articles dans le même code, donc ils ont fait un code annexe pour essayer de structurer, le droit à droit constant. Très bien. Eh bien, je crois qu'on a... Alors, après, vous avez peut-être aussi des logiciels que vous utilisez au jour d'aujourd'hui pour facturer. Il faudra, le logiciel peut-être qui vous plaît, il est bien paramétré pour votre activité. Quelle va être son évolution pour la facture électronique d'ici l'année prochaine pour votre logiciel de facturation? Quelles sont les mises à jour de prévues? Quels sont éventuellement les connecteurs avec des plateformes? Certains logiciels de facturation ont leur propre plateforme, vont faire des partenariats avec certaines plateformes. Ou si vous aviez des logiciels de facturation gratuits, tous ne vont peut-être pas proposer une solution facture électronique conforme. Donc il faut s'y intéresser au préalable. En vous consultant. En consultant, vous avez les organismes qui aident, vous avez les chambres de commerce, les chambres de métiers. Sur la facture électronique, les banquiers interviennent aussi, il n'y a pas de souci, surtout banquier, si vous n'avez pas de comptable, vous pouvez voir directement ça avec votre banquier, puisqu'il n'y a pas la question à se poser, comment je fais le lien avec mon comptable, j'en ai pas. Donc je peux le voir avec mon banquier sans souci, il n'y a pas de souci. Voir aussi comment je vais m'organiser, puisque peut-être que je m'organisais d'une certaine manière pour transmettre les documents à mon comptable pour qu'il fasse mes déclarations de TVA mensuelles. Là, il va falloir quand même que je revoie peut-être mon process de réception des achats et facturation. Peut-être que mes clients particuliers vont toujours vouloir recevoir une facture papier. Ça dépend de la clientèle, je peux toujours. Mais il faudra que moi, en back-office, dans mon process de facturation, si j'ai un client entreprise, lui, il va avoir des soucis s'il me demande du papier. Mais mon client particulier, je vais pouvoir lui faire une facture électronique. Je vais pouvoir lui imprimer papier. Il va falloir que tous mes clients particuliers, je les rentre dans mon outil de facturation électronique.
Mon client particulier, lui, n'est pas soumis à la réforme, donc il ne va pas recevoir de facture électronique. Par contre, mon outil de facturation électronique, suivant la taille de mon entreprise, tous les 10 jours, tous les mois ou tous les 2 mois peut-être pour les plus petits, les freelances, il va envoyer un espèce de tableau Excel récapitulatif à l'administration fiscale de toutes les factures que j'aurais faites à des particuliers. Donc c'est-à-dire que quand je vais préparer la facturation, il faut que je rentre mes clients entreprises, il faut que je rentre mes clients particuliers, il faut, comme pour les achats, que je me pose les questions, qui sont mes clients, ce sont des entreprises, des particuliers, et où je vends. Puisque si je n'ai que des clients entreprises à l'étranger, la réforme de la facture électronique, elle est franco-française. Et en fait, même il y aura une plateforme en Belgique, il y aura une plateforme en Allemagne, mais il n'y a pas encore de connexion de prévue entre les plateformes des différents États pour qu'un vendeur français puisse envoyer une facture électronique directement à un client entreprise belge. Donc là, ça continuera pour des échanges internationaux comme c'est aujourd'hui. Ok, ponctuellement, enfin... Voilà, jusqu'à ce que ça évolue à ce niveau-là en coordination. Donc vraiment, de lister mes clients, de dire est-ce que ce sont des pros, des particuliers, et est-ce que ce sont aussi des clients que je vais avoir à l'étranger. Si c'est un pro à l'étranger, ben, je peux pas lui envoyer une facture électronique, je suis obligé de télécharger le PDF et de lui envoyer par mail comme avant. Par contre, comme c'est une facture que moi je fais, je suis obligé de faire la facture dans mon outil de facturation électronique. Oui, les impôts en auront une copie. Les particuliers, strictement, si ça m'amuse de pas faire les factures aux particuliers, si j'en fais, hein, si c'est des très petits montants, il y a des quelques euros, je suis pas obligé. Je peux, si ça m'amuse, continuer à faire des factures Word et Excel aux particuliers. Jusqu'à quel montant ? Je continue. Pardon. Sauf que l'obligation, c'est que je dois envoyer un récapitulatif des factures à certaines dates à l'administration fiscale. D'accord. Et là, je vous le déconseille, puisque si je fais pas mes factures en particulier dans le même outil, je vais me retrouver à réimporter des fichiers Excel dedans, des fichiers Word. Quand va arriver la fin du mois et que l'outil va dire attention, il faut les transmettre, je vais avoir de la perte d'informations et de la perte de temps. Donc strictement, je suis pas obligé de faire mes factures aux particuliers dans mon outil de facturation électronique. D'accord. Dans les faits, comme je dois envoyer, c'est le récapitulatif des factures que je dois envoyer. Dans les faits, il faut. Sinon, je vais perdre du temps, je vais perdre de l'information, et ça va pas être possible. D'accord. Ok. Bien, Monsieur Boyer, je crois qu'on a fait le tour. Tout à l'heure, j'ai tenté de savoir si c'était le cas, mais pas encore. Est-ce que cette fois, pour vous, tout est à peu près N'hésitez pas à vous faire accompagner. survolé ? C'est une réforme qui prend du temps, donc si ce n'est pas fait, lancez-vous. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous.